Deux visions de la France. À mes côtés, justement, Maude Brejon. Bonjour, vous êtes député Ensemble pour la République. Bonjour. Ancienne porte-parole du gouvernement, Jean-Philippe Tanguy. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Député Bonjour, du Dame Brejon. Rassemblement national. Alors, on va voir vos deux visions, vos positions sur les différents sujets qui nous concernent. Mais comme tout bon débat, ça va commencer par un tirage au sort. Pour savoir qui va députer, Jean-Philippe Tanguy, Maude Brejon, j'ai la pièce dans les mains. Pile, face, qu'est-ce que vous préférez, Maude Brejon? Allez, pile. Allez. Eh ben c'est face. Ça sera donc pour Jean-Philippe Tanguy. Je suis chose. désolé. On va commencer comme cela. Et puis bien sûr un temps de parole qui est contrôlé en régie, notamment par Sylvain, notre rédacteur en chef, pour que ce débat se fasse dans les meilleures conditions et également d'égalité. On le disait, un grand rassemblement qui a amorcé évidemment cette semaine politique, rassemblement dans le 7e arrondissement auquel appelle le Rassemblement national, 6 jours après la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité. Pour l'instant, ça veut dire que Marine Le Pen, en l'état, ne peut pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Jean-Philippe Tanguy, le mot d'ordre du meeting, c'est « Sauvons la démocratie ». Est-ce que ça veut dire que parce que la justice s'applique, la démocratie est en danger? Mais la vraie question, c'est est-ce que la justice s'est vraiment appliquée dans de bonnes conditions, dans des conditions impartiales? Est-ce que Marine Le Pen a été jugée comme une Française parmi les Françaises ou parce qu'elle était la première opposante au système depuis 20 ans? Je suis rassuré par les interventions très nombreuses de juristes, avocats, anciens magistrats, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, M. Schuttel, d'anciens membres, des membres honoraires du Conseil constitutionnel, comme Mme Lenoir, des opposants historiques du Rassemblement national, comme l'ancien président de la LICRA, M. Jakubowicz, qui tous disent que le fond du jugement n'est pas un jugement en droit, que c'est un jugement politique. Et je le regrette, parce que les Françaises et les Français, évidemment, ont besoin, et nous avons tous besoin, d'une justice parfaitement apolitique, qui rende une justice au nom du peuple, de tout le peuple français, et pas seulement d'une partie. Ce rassemblement, Maude Brejon, aujourd'hui, il vous pose problème ou pas rassemblement pour sauver la démocratie, dit Jean-Philippe Tanguy. Moi, je n'enlève à personne et à aucun parti politique le droit de manifester, le droit d'appeler au rassemblement. En revanche, force est de constater, et c'est ce qui me frappe, on a aujourd'hui l'illustration de deux visions radicalement opposées et de deux visions radicalement opposées des institutions. D'un côté, le Rassemblement national qui ne fait pas que critiquer le jugement qui a été celui de lundi, ça c'est votre droit, mais qui jette l'opprobre sur l'ensemble de l'institution judiciaire et de la justice. Je regardais d'ailleurs le tract d'appel au rassemblement du Rassemblement national qui parle de démocratie exécutée, qui dit ce n'est plus le gouvernement des juges, c'est la dictature des juges. Et c'est bien ce que moi je vous reproche au fond, c'est de pointer du doigt l'institution judiciaire dans son ensemble, bien au-delà du jugement qui a été prononcé, et de pointer du doigt l'ensemble des juges, en quelque sorte de poser une cible dans le dos des juges, et on voit que certains ont subi d'ailleurs des menaces. Et puis de l'autre côté, on a la famille politique à laquelle j'appartiens qui pense que la justice n'exécute pas la démocratie. Nous, on pense que la justice protège la démocratie et que la démocratie, c'est précisément le respect de l'état de droit et de la chose jugée. Voilà. Et donc, c'est un contraste, c'est deux visions radicalement différentes. Je pense que c'est aussi sain qu'on puisse avoir, au fond, une forme d'éclaircissement et de mise au point aujourd'hui. Vous placez une cible dans le dos des juges, qu'est-ce que vous lui répondez? Non, et je regrettais que M. Darmanin, le mardi, quand je l'ai interrogé sur la nature du jugement, ait menti, ou peut-être ne le savait-il pas, mais enfin ça m'étonne de lui, que j'avais personnellement et d'autres soutenu les juges contre les insultes, contre les attaques. M. Darmanin fait croire qu'on ne soutenait pas les juges. C'est faux, évidemment, nous soutenons les juges contre toutes les menaces et nous demandons, et nous l'avons d'ailleurs régulièrement demandé, des mesures plus fortes d'ailleurs pour protéger tous ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique dans notre pays. Malheureusement, ça n'a pas été voté, mais il me semble que vous n'étiez pas forcément contre vous à titre personnel, le renforcement des peines quand ça touchait les forces de l'ordre, des magistrats ou un certain nombre de fonctionnaires. Donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est est-ce qu'un certain nombre de magistrats confondent leur rôle démocratique ou constitutionnel avec un combat politique. Je regrette par exemple que votre famille politique n'ait pas condamné aux dernières élections le communiqué de presse du syndicat de la magistrature, qui représente entre 25 et 35% des magistrats, qui, sans aucune ambiguïté, appelle l'ensemble des juges, procureurs, greffiers, tout le personnel lié à l'autorité judiciaire dans notre pays à faire barrage au Rassemblement national, comme il l'avait fait d'ailleurs 10 ans avant contre Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas une attitude normale. Je pourrais vous citer l'affaire Fillon, qui quand même a donné lieu au sein de l'Assemblée nationale à une audition de l'ancienne procureure du parquet national financier, qui avait dit sous serment qu'elle avait reçu des pressions et des menaces de sa hiérarchie, aussi bien sa hiérarchie politique que sa hiérarchie judiciaire, transmise
au Conseil supérieur de la magistrature, qui est censé faire le ménage, appliquer la discipline au sein de la magistrature, et qui n'a donné lieu à aucune réforme et même à aucune sanction. Donc soit cette procureure avait menti sous serment devant l'Assemblée, soit le Conseil supérieur de la magistrature a enterré l'affaire. Mais on ne peut pas dénoncer des pressions sous serment à l'Assemblée nationale au sein de la magistrature, des pressions politiques, puis que l'autorité en charge de la discipline explique qu'il ne s'est rien passé. Je veux dire, le fond de ma pensée, Jean-Philippe Tanguy, je pense que vous vous rendez compte que vous êtes allé beaucoup trop loin lors des heures et durant les heures et les jours qui ont suivi la décision de lundi. Vous êtes en train, au fond, de bifurquer en parlant de cas particuliers dont on peut discuter, des cas importants, et on peut complètement en débattre. Mais reconnaissez que dans les jours qui ont suivi la décision, lundi, mardi, mercredi, vous n'avez pas ciblé des cas particuliers, vous n'avez pas expliqué des anecdotes, vous avez ciblé l'institution judiciaire dans son ensemble, et vous vous êtes pris à l'ensemble des juges. Et je vois bien que là, il y a une volonté probablement de modifier un peu l'axe de défense. Il est probable que vous preniez aussi conscience qu'une majorité de Français n'adhèrent aujourd'hui pas au discours qui a été le vôtre en début de semaine. Donc, il y a une modification de la défense de votre part, j'entends, un changement de discours, mais le discours que vous avez tenu, vous, M. Bardella, Mme Le Pen et vos collègues à l'Assemblée nationale, c'était un discours qui portait le discrédit sur l'ensemble de l'institution judiciaire. Vous le qualifiez comment, ce discours? Et c'est ce discours que je trouve, moi, extrêmement dangereux, parce que je pense que lorsqu'on aspire aux plus hautes fonctions, et en l'occurrence, lorsqu'on aspire à diriger l'État, on doit être garant de la séparation des pouvoirs et du respect des différentes... Vous avez eu des mots très durs. Vous avez parlé et du respect des différentes institutions. J'ai parlé d'une forme de trumpisation dans le discours. Et d'ailleurs, les faits de ces derniers jours m'ont plutôt donné raison, puisque je constate que vous avez eu le soutien dans ce discours extrêmement dur à l'encontre de l'institution judiciaire, de M. Trump, de J.D. Vance, le vice-président de Donald Trump, de M. Orban. Bon, alors j'ai envie de vous dire, on a les amis qu'on mérite, mais ça dit bien quelque chose de la tonalité du discours qui a été la vôtre. Et moi, j'entends beaucoup de Français qui ont pu être choqués par ce discours-là, ou en tout cas qui n'adhèrent pas à une telle radicalité. Voilà. Mais n'utilisez pas le soutien de M. Trump dans ce débat. Il n'est pas venu, nous ne l'avons pas sollicité. Et vous dérange. L'amitié. Non, mais c'est pas qu'il me dérange, c'est qu'en fait, moi, vous savez que je suis souverainiste, ça, vous pouvez pas me le retirer. Bon, vous savez bien que moi, les opinions des gouvernements étrangers sur le destin de la France, je pense que ça ne nous regarde pas et qu'on n'a pas à en tenir compte. Et M. Macron, à de nombreuses reprises, s'est, prévalu de liens d'amitié personnels, même avec M. Trump. Aussi, le restaurant à la Tour Eiffel, l'invitation à Notre-Dame, très chaleureux, même la personne, les deux couples. Non, ils se sont rencontrés, ils se sont prévalus une relation personnelle, ce que fait d'ailleurs M. Macron avec presque tous les dirigeants du monde. Donc ne nous dites pas que c'est nous qui sommes amis avec M. Trump, tous les Françaises qui nous regardent. Et ça tous vous les fait Français... honte, ce soutien, on dirait? Mais non, ça nous fait pas honte. Mais non, mais moi, je suis contre les ingérences étrangères, quelles qu'elles soient. J'ai toujours été contre, c'est à l'origine de mon engagement politique, donc je ne vais pas changer d'avis là-dessus. Le Kremlin qui soutient Marine Le Pen? Mais non, mais c'est une preuve qu'il n'y a pas une personne qui nous regarde qui pense que le soutien du Kremlin nous a soutenus. Ça ne nous a pas aidé une seule seconde, bien au contraire. Bon, ça a été utilisé, bien sûr c'est une ingérence. Ça nous a d'ailleurs été reproché par tous nos adversaires politiques depuis une semaine, donc merci du soutien. Vous êtes allé les chercher, ces soutiens? Non, on n'est pas allé les chercher. Puisque on a constaté que vous aviez demandé à un certain nombre de dirigeants européens, M. Orban et d'autres, des mots de soutien pour le meeting de cet après-midi. On n'a pas cherché de soutien. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Mme Bréjon. On n'est pas allé chercher le soutien de M. Poutine. D'ailleurs, le soutien de M. Poutine, il s'est exprimé alors que le jugement n'était même pas rendu. Bon, donc je ne vois pas de quoi vous parlez là. Mais revenons sur le fond. Vous avez dit on a changé de discours. On n'a absolument pas changé de discours. C'est moi qui ai posé la question mardi, donc je sais ce que j'ai dit. Bah oui, je vous ai entendu, j'étais là. Oui, j'ai vu que ça avait réagi par beaucoup de brouhaha. Peut-être n'avez pas tout entendu, tellement j'ai été couvert d'injures, d'agonie de nos confrères et collègues. Je n'ai pas dit les juges. J'ai parlé d'un carteron de juges et de procureurs. Donc c'est bien une partie de cette magistrature qui s'oppose à la démocratie. Les exemples que je vous donnais, vous n'avez pas voulu répondre, c'est votre choix, mais ce sont des exemples précis qui montrent un problème. Quand je dis qu'il y a 25 à 35% de la magistrature qui est politisée dans un syndicat qui veut faire barrage au Rassemblement national, mais même à M. Sarkozy, c'est une partie de la magistrature. Je n'ai pas remis en cause l'ensemble des magistrats. D'ailleurs, j'ai même salué, c'était ma première intervention ici, qu'un certain nombre de magistrats honoraires, anciens magistrats, avaient eu le courage de prendre la parole pour dire que ce jugement sur le fond n'allait pas. Et vous savez très bien que vous avez... Je ne remets pas en cause votre propre intervention de mardi, à la limite,
les interventions du Rassemblement national ne se résument pas à la question au gouvernement que vous avez posée mardi. Mais enfin, chacun voit bien que en ce début de semaine et depuis quelques jours, il y a eu un discours à l'encontre de l'ensemble de l'institution judiciaire. Pardon, on est un peu en boucle. Mais lorsque dans anti-républicain, vous diriez quoi? Lorsque dans le tract de mobilisation, on parle de dictature des juges, on s'attaque bien à l'ensemble des juges et à l'ensemble de l'institution. Et ça, c'est un discours qui, encore une fois, je le dis, fait mal à la démocratie. Et vous ne devriez pas, de là où vous êtes, de l'Assemblée nationale, et alors même que Mme Le Pen prétend encore, et elle est présumée innocente. Moi, je respecte l'état de droit jusqu'au bout. J'essaie d'être cohérente. Et vous diriez que c'est un discours accéder aux plus hautes fonctions anti-républicain? Mais c'est un discours qui fait du mal à la démocratie. Voilà, c'est un discours qui fait du mal aux fondamentaux de notre République. Et je pense que même si cette décision a pu générer chez vous beaucoup d'émotions, vous auriez dû contenir ce discours et ne pas revenir au fond à ces pulsions antidémocratiques, encore une fois, extrêmement dangereuses, et vous en tenir peut-être à la critique de la décision de justice. On a le droit de critiquer une décision de justice en démocratie. Maud Brojon, je le redis, on ne s'en prend pas à l'ensemble de l'institution judiciaire. Maud Brojon, il y a un gouvernement que vous soutenez, ce socle commun. Il y a un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Bruno Retailleau qui a dit qu'il était, je cite, objectif de dire qu'il existe des juges rouges, sous-entendu d'extrême gauche. Eh bien, vous partagez ces propos? Je ne reprendrai pas ces propos à mon compte parce que je considère que dans la séquence qu'on est en train de vivre, les tenir dans la séquence qu'on est en train de vivre, c'est alimenter le procès que le Rassemblement national tente de faire à l'institution judiciaire. Pour autant... Les propos de Bruno Retailleau, je coupe, sont dangereux pour la démocratie également? Pour autant. Est-ce que les propos de Bruno Retailleau sont dangereux pour la démocratie? Mais d'abord, je vais terminer mon propos. Pour autant, je comprends que M. Retailleau, comme d'autres, pointe du doigt des cas particuliers dans lesquels il y a un manque d'impartialité. Et ça, je suis complètement prête à l'entendre. Mais entre dire... Il y a parfois des juges qui manquent d'impartialité et qui ont un engagement politique probablement trop affirmé au regard de leurs responsabilités. Et dire de l'autre côté, il y a une justice dans sa globalité qui, je le redis, est une dictature avec une démocratie exécutée. Pardon, c'est pas complètement la même chose. Je repose ma question, est-ce que les propos de Bruno Retailleau sont dangereux pour la démocratie? Les propos de Bruno Retailleau, ne sont pas dangereux pour la démocratie, mais je ne reprends pas ces mots à mon compte parce que j'estime que... au regard des convictions qui sont les miennes, et encore une fois, au regard du mandat que nous a confié le peuple français, notre devoir dans ce moment est qui est sensible, qui est complexe pour la vie politique française. Mais alors, quand le RN le dit, c'est dangereux pour la démocratie. Quand c'est Bruno Retailleau, c'est pas dangereux pour la démocratie. Mais c'est pas la même chose. Pardonnez-moi. Je disais à M. Tanguy, qui citait un certain nombre d'exemples, que j'étais prête à entendre ces exemples, que je ne connais pas tous pour être très honnête, mais j'accepte sur le principe complètement d'en discuter. Mais c'est ce que vous avez dit, les juges rouges, non? Ah bah le syndicat de la magistrature, c'est ce qu'on peut appeler les juges rouges, même des juges anarchistes parfois. Donc vous partagez les propos de Bruno Retailleau, vous? Oui, vous partagez les nôtres, comme souvent. On parle et M. Retailleau suit, ça c'est pas la première ni la dernière fois. Non, mais vous vous êtes, encore une fois, je le redis, attaqué à une institution mais dans sa j'aimerais revenir sur ce point. À une institution dans sa globalité, et vous vous attaquez à cette institution dans sa globalité parce que le rendu du jugement en première instance de lundi dernier ne convient pas à Mme Le Pen. Non, mais alors, ça, justement, c'est la vérité des choses. Ça, c'est intéressant. Si Mme Le Pen avait été blanchie lundi dernier, vous auriez un discours radicalement différent aujourd'hui, vous savez bien. Non, je ne crois pas, parce qu'il y a deux choses différentes. Non, mais je vais essayer de vous convaincre, en tout cas, de débattre de l'inverse. Le concept de dictature des juges, ou de gouvernement des juges, c'est un concept politique qui est ancien. Et vous, si je peux me permettre, je pense que dans ce tract, vous avez voulu confondre notre critique du fond, sur le jugement de fond, et notre critique de ce qu'on appelle le gouvernement ou la tyrannie des juges. Qu'est-ce que c'est? C'est que nous considérons qu'en démocratie, les juges, dans la tradition française, c'est ce que disait Montesquieu, doit rester la bouche de la loi. C'est-à-dire qu'elle doit rester une interprétation stricte du droit tel que l'a écrit le pouvoir législatif. Depuis la construction européenne, je vais essayer d'aller rapidement, les juges ont pris une tradition anglo-saxonne et interprètent de plus en plus le droit que tous les deux nous écrivons à l'Assemblée nationale pour faire leurs propres normes, pour faire des jurisprudences exorbitantes de ce que nous avons écrit à l'Assemblée nationale et parfois prendre un pouvoir au sein de notre République qui n'est pas celui que les Françaises et les Français ont voulu avec le général de Gaulle, qui disait lui-même « la seule Cour suprême, c'est le peuple ». Quand
les juges interprètent un certain nombre de lois européennes, de normes européennes, contre le droit français. Donc c'est à vous de modifier la loi en tant que législateur. Mais ça, c'est pas la loi, malheureusement, ce sont les traités européens qui ont autorisé cette dérive. Et ce gouvernement des juges, c'est la loi française. Par exemple, prenons un exemple pour que tout le monde comprenne. Dans la tradition anglo-saxonne, par exemple aux États-Unis, ce sont les juges qui décident si l'avortement est légal ou pas dans l'ensemble des États américains. Ça, c'est la conception américaine. Ce ne sont pas les parlementaires du Congrès qui ont voté une loi sur le statut de l'avortement au niveau fédéral, c'est les juges. Ils ont, dans les années 70, décidé que c'était possible. Ils ont changé d'avis récemment, et je le regrette, rendant l'avortement possiblement illégal dans un certain nombre d'États. En France, c'est pas ça. En France, c'est pas les juges qui décident si l'avortement est légal ou pas. C'est le parlementaire. On aurait pu Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy. Ce n'est pas notre tradition. Et là, par exemple, dans le jugement de fond, pour donner cet exemple-là, la juge n'ont pas appliqué la loi. Par exemple, ils ont décidé. Non, je finis. Jean-Philippe Tanguy. Ils ont décidé que la loi Sapin, qui a été votée après les faits, devait s'appliquer dans son esprit aux faits précédents. C'est complètement contraire au droit français. Jean-Philippe Tanguy, justement, dans une logique... Notre opposition, un autre exemple dernier, que notre opposition à la construction européenne devait nous être reprochée et aggraver notre peine, ça n'existe dans aucune loi française. Jean-Philippe Tanguy, justement, dans le fait de possiblement... Jean-Philippe Tanguy, pour s'opposer à l'Union européenne. Dans le fait de possiblement modifier la loi, il y a quelqu'un qui s'appelle Éric Ciotti, qui justement dit il faut modifier la question de l'exécution provisoire, c'est-à-dire que cette peine qui est applicable immédiatement. Il dit que dans la niche de son groupe, il va déposer une proposition de loi pour mettre fin à l'exécution provisoire. Maude Brojon, vous voterez cette proposition de loi ? Non, je suis fermement opposée à cette proposition de loi, qui est d'ailleurs proposée à l'initiative indirecte du Rassemblement national, avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est de discréditer la décision de lundi dernier, et le deuxième objectif, c'est de permettre à Madame Le Pen de contourner ou d'arranger une affaire judiciaire qui ne lui convient pas pour son propre avenir politique. Et j'en veux pour preuve les déclarations de M. Tanguy, qui disait... mardi, je crois, après les questions au gouvernement, que cette loi serait rétroactive et qu'elle permettrait donc à Madame Le Pen de contourner, en quelque sorte, ce n'est pas vos mots, mais c'est les miens, la décision qui a été prononcée lundi. Eh bien, moi, je considère... Ça, c'est le principe de la loi pénale. Je considère qu'on ne légifère pas comme ça. Je considère qu'on ne légifère pas pour arranger les affaires judiciaires d'une responsable politique. Je considère qu'on ne légifère pas sous le coup de l'émotion. Peut-être que parfois on a tendance à le faire, mais je crois que c'est une erreur de toute façon, de façon générale. Et j'attends à ce que le socle commun, LR, Renaissance, Modem, Horizon, la famille politique à laquelle j'appartiens, ait un positionnement extrêmement clair sur ce sujet. Vous noterez que François Bayrou n'a pas un positionnement très clair ce matin chez nos confrères du Parisien. Il dit, je cite, qu'il n'est pas député et c'est au Parlement que ça se discute. Eh bien, j'attends du gouvernement et du Premier ministre qu'il ait une position extrêmement claire sur la proposition de M. Ciotti, en s'opposant à cette proposition de loi, encore une fois, de façon expliquée et nette, parce que cette proposition de loi n'a pour objectif que le discrédit d'une décision de justice prononcée et une facilité donnée à Madame Le Pen face à l'institution judiciaire. Jean-Philippe Tanguy, qu'est-ce que vous répondez à Maude Brojon sur cette question ? Mais ce n'est pas du tout une facilité, il y a deux choses différentes. L'exécution provisoire, d'ailleurs M. Bayrou, d'après la presse, l'a dit à une réunion mardi matin, ça n'existe qu'en France. Voilà, c'est une exception française et ça a pris un problème de droit. Pourquoi ? Madame Barège, une députée et ancienne maire de Montauban, a été condamnée à être inéligible avec l'exécution provisoire, a perdu son mandat de maire de Montauban. 2 ans plus tard, en appel, et en cassation, elle a été reconnue innocente. Donc elle avait perdu son mandat, et c'est un préjudice irréparable. C'est-à-dire qu'en fait, l'exécution provisoire supprime la présomption d'innocence. C'est pas du tout la même chose que l'appel. Parce que vous dites, ça arrange les affaires de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle sera donc jugée en appel avec de nos autres amis à l'été 2016. Même s'il n'y a pas d'exécution, si l'exécution provisoire entre les deux disparaît, parce que la loi aurait été votée, en théorie évidemment. Si Madame Le Pen devait être encore condamnée, ce que je ne pense pas, puisqu'elle est innocente évidemment des faits qui lui sont reprochés, eh bien, le qui est exécution provisoire ou pas, ne l'empêcherait pas d'être condamné sur cette affaire. Donc vous n'êtes pas de très bonne foi dans cette histoire. Parce que l'exécution provisoire, c'est juste de maintenir la présomption d'innocence. Et ça concerne tous les Français et tous les Français, pas seulement Marine Le Pen. Et ça posait un problème avant Marine Le Pen. Je vous ai présenté l'exemple de Madame Barège, il y a M. Falco, maire LR de Toulon, qui a perdu son mandat, alors qu'on ne sait pas encore s'il est définitivement condamné. Donc si vous voulez, moi j'appelle à ceux qui nous écoutent, imaginez, vous êtes par exemple médecin. Vous êtes condamné à ne plus pouvoir exercer votre métier pendant 2 ans. Et en fait, vous étiez innocent. Et donc, pendant 2 ans, vous êtes privé de votre métier alors que vous n'avez pas fait valoir vos droits. Donc, là, le principe, c'est que tout le monde soit jugé pareil. C'est pas du tout une exception. Je pense qu'on ne fait pas, je le redis, je pense qu'on ne fait pas une loi qui est une loi de circonstance, montée de toutes pièces par un allié de Madame Le Pen,
pour arranger les affaires de Madame Le Pen. Et je pense que les Français ne comprendraient pas qu'on puisse être dans cette démarche-là. Sur le fond, Madame Région. Je crois, et je suis convaincue qu'être dans cette démarche-là, faire une loi ad hoc pour répondre à la condamnation de Madame Le Pen, renverrait une image absolument dramatique de l'Assemblée nationale et des députés que nous sommes. Ensuite, est-ce qu'on peut mener une réflexion sur la question de l'inéligibilité et de l'application immédiate en matière civile, en matière pénale, peut-être, mais on ne le fait pas à chaud, on ne le fait pas sous le coup de l'émotion, et on voit bien, en l'occurrence, pardonnez-moi, personne n'est dupe, cette proposition de loi, elle est proposée par M. Ciotti. M. Ciotti est un allié de Mme Le Pen. L'annonce l'annonce du dépôt de cette proposition de loi se fait le mardi lors des questions au gouvernement, lors d'une question qui traite de la condamnation en première instance de Mme Le Pen. Et M. Tanguy vient nous dire ensuite que ce sera rétroactif et que ça permettra à Mme Le Pen de peut-être être candidate. C'est un principe de la loi pénale. La loi plus douce, vous avez parfaitement le droit de déposer cette proposition de loi. Ma position, elle est de dire que du fait de l'exemplarité que les Français attendent de nous et du lien qu'on doit retisser entre les élus et les citoyens, il serait incompréhensible de voter une loi qui vienne, encore une fois, arranger les affaires judiciaires d'une responsable politique. On en parle dans un instant. Que ce soit Marine Le Pen ou d'autres. Maude Bréjon, on en parle dans un instant. Et on verra aussi vos deux visions qui s'opposent sur la question de la réponse à apporter à Donald Trump. Et bien sûr, ces rassemblements prévus cet après-midi. Vous restez dans BFM Politique. On se retrouve dans un instant. BFM TV, BFM Politique, Guillaume Daret. Vous êtes bien sur BFM Politique qui amorce une journée spéciale sur BFM TV. Ça a tout du coup d'envoi de la prochaine présidentielle. Vous voyez en haut à l'image le Rassemblement national qui appelle ses soutiens à venir soutenir Marine Le Pen après sa condamnation. Place de République, c'est la gauche qui se rassemble justement pour défendre, je cite, l'état de droit. Et c'est François Bayrou à droite qui est en train de s'exprimer à la tribune du Rassemblement de Renaissance. Gabriel Attal, Édouard Philippe prendront la parole également. Ce sera à suivre dans l'après-midi, bien sûr, sur BFM TV. Plusieurs visions de la France et deux particulièrement qui s'opposent ce matin dans BFM Politique, puisque je reçois Maude Bréjon, ancienne porte-parole, députée Ensemble pour la République, Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national qui est avec moi. Alors on tient les compteurs en régie. Vous avez une petite minute d'avance, Maude Bréjon. On va donc avancer par une question à Jean-Philippe Tanguy. On voyait ces trois rassemblements ce matin chez nos confrères du Parisien. Le Premier ministre François Bayrou explique, je cite, qu'il n'est ni soin ni souhaitable, quand il évoque le Rassemblement national qui appelle les militants à se rassembler, ni sain ni souhaitable ce rassemblement, puisque nos institutions organisent à la fois la séparation des pouvoirs et la protection de la justice, dit le Premier ministre. Qu'est-ce que vous en pensez de ces propos ? J'en pense que M. Bayrou a sans doute l'habitude de présenter la deuxième joue. Nous, c'est pas notre genre. Voilà. Donc Marine Le Pen, c'est une lionne. Et quand on vient la chercher, on la trouve. Donc elle se défend. Et nous n'allons pas nous laisser attaquer en silence. Et donc c'est un meeting, c'est un rassemblement de soutien parfaitement démocratique, parfaitement républicain, tout à fait pacifique, évidemment. C'est quand même triste qu'on en soit à devoir le préciser, alors que dans toute l'histoire du Rassemblement national, il n'y a eu jamais aucune remise en cause des institutions, évidemment. Donc tout ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Bon, on a voulu aussi faire peur aux Français. De toute façon, c'est un peu, malheureusement, la marque du fabrique du système depuis 20 ans. C'est toujours utiliser la peur. La peur pour gouverner, la peur pour faire taire, la peur pour mobiliser une partie des Français contre les autres. Voilà, la peur, tout le temps la peur. La peur n'est pas un projet politique, la peur divise, la peur est toxique pour notre société. Et j'espère que nos compatriotes ne sont plus dupes de cette théorie de la peur qui, sur tous les sujets, essaie d'étouffer le débat. Et donc, si on en croit le sous-titre du meeting auquel vous allez vous rendre pour justement le rassemblement de Renaissance, Maude Bréjon, vous avez en face de vous la défenseuse de l'état de droit. Oui, au moins. Voilà, c'est très modeste, mais je suis sûr que Mme Bayrou sera un peu plus humble que M. Attal. Voilà, ça fera cette différence. C'est un appel à l'insurrection, quasiment, c'est ce que dit François Bayrou, ce meeting cet après-midi. Non, mais on n'est pas obligé. Ça vous choque ? Attendez. On jugera sur pièce. Je peux redire ce que j'ai déjà dit. Ouais, non, mais on sent quand même que... Ce qui me choque et ce qui me pose problème, c'est les propos tenus par le Rassemblement national depuis ce début de semaine. Que des partis ou des organisations se réunissent et appellent à la mobilisation, c'est leur droit. En revanche, je suis très inquiète quand je vois que le Rassemblement national mobilise sur l'argument de la dictature des juges, parce que ça n'augure rien de bon sur ce qui sera dit cet après-midi. Mais encore une fois, nous jugerons sur pièce. Alors justement, on va voir ça
également un peu plus tard dans l'émission, parce qu'on reviendra bien sûr sur ces rassemblements. Mais je disais aussi, à la tribune, on le voit sur la question de la justice, sur la question des juges, mais plus largement sur la question de l'économie et de la situation internationale. Ce sont plusieurs visions de la France et du monde qu'on va voir en direct, bien sûr, sur BFM TV cet après-midi s'affronter, et dès un instant sur ce plateau. Il y a eu un événement mondial qui a marqué tous les esprits. Ça a été un tremblement de terre, selon les termes même de François Bayrou ce matin dans Le Parisien. C'est cette annonce de Donald Trump qui a augmenté les droits de douane pour quasiment le monde entier, plus 20% pour les produits importés justement de l'Union européenne. Alors, la réponse, elle doit être française ou européenne? Jean-Philippe Tanguy. Mais elle sera européenne de fait, puisque la politique commerciale, de toute façon, a été transférée à l'Union européenne avec le peu de succès que l'on sait, malheureusement. D'une chose déjà, le fait que M. Trump fasse des décisions. Mais où est la surprise? Il l'a annoncé pendant toute sa campagne, il l'avait déjà fait quand même avec des proportions moindres, mais quand même avec une remise en cause des accords de libre-échange avec le Mexique et le Canada sous son premier mandat. D'ailleurs, M. Biden n'avait pas remis en cause ses décisions, et là, il avait annoncé ses décisions. Donc moi, je ne comprends pas, avec la personnalité de M. Trump telle qu'on connaît, c'est son deuxième mandat, hein, c'est pas, on ne découvre pas le personnage, il fait ce qu'il avait dit. Bah oui, bah ça fait 2-3 mois qu'il fait ce qu'il avait dit. Alors on peut le regretter, on peut le déplorer. Le problème, c'est pourquoi on n'a rien préparé. Quand je vois que l'Union européenne ressort des mesures qu'on avait déjà appliquées avant, qui sont des mesures ridicules, contre-productives, on va taxer les Harley-Davidson. Mais est-ce qu'on croit que les Harley-Davidson sont un bien critique du commerce entre l'Union européenne et les États-Unis? Le Bourbon, qui consomme du Bourbon américain en Europe, alors que ça met en cible directement nos producteurs de vins et spiritueux français qui sont importants. Le problème derrière ça, par contre, puisque quand on a transféré la politique commerciale à l'Union européenne de manière quasi exclusive, c'est qu'en fait on se retrouve mélangé aussi avec des gens qui ont fait des politiques qui étaient de mauvaises politiques. Prenons, eh bien, quel est le principal bénéfice commercial entre quel pays, a le plus d'excédent commercial au sein de l'Union européenne envers les États-Unis? L'Irlande, la toute petite République irlandaise qui a plus de 86 milliards d'excédent commercial avec les États-Unis parce que c'est un parasite fiscal. Ils ont organisé un modèle au sein du marché commun qui fait que des multinationales américaines, en particulier la pharmacie, où les GAFA s'installent en Irlande, utilisent la force du marché commun uniquement pour le bénéfice de l'Irlande et de ses multinationales. Quand il y a un procès, y compris des institutions européennes, pour lutter contre ces ce comportement de paradis fiscal, le gouvernement irlandais ne se met pas du côté de l'Union européenne et de ses partenaires qui sont floués, mais du côté des multinationales. Et donc on a créé au sein de l'Union européenne, par stupidité et par idéologie, des problèmes sur lesquels la France va payer. Donc en fait, les vignerons français vont payer pour le parasite fiscal d'Irlande. J'aurais pu citer les Pays-Bas. Parasite fiscal. Ah oui, l'Irlande, c'est vraiment le parasite fiscal. Votre discours est fascinant. C'est-à-dire que Donald Trump met en œuvre une politique isolationniste qui va profondément déstabiliser l'économie mondiale et affecter les consommateurs américains et européens. Mais le problème pour le Rassemblement national, c'est l'Union européenne. C'est nous. On vous interroge sur les décisions de Donald Trump et sur sa politique protectionniste, et vous répondez en attaquant l'Union européenne, alors que la solution face à cette politique-là, qui n'est d'ailleurs pas très éloignée du programme de Mme Le Pen et du programme que vous défendez au Rassemblement national, la seule réponse possible, et pour répondre à votre question, est-ce que c'est français ou européen? C'est français et européen. On voit bien que Donald Trump s'attaque à l'Union européenne, impose des droits de douane sur l'ensemble de l'Union européenne. Il fait des droits de douane sur le monde entier, en dehors du Mexique. La réponse doit naturellement être une réponse coordonnée et unie à l'échelle de l'Union européenne, en ciblant, avec une réponse similaire à ce que Donald Trump met en place de son côté, et en ciblant certaines filières. Il faut assumer un rapport de force extrêmement clair, et c'est ce que prône le président de la République, le rapport de force, parce que Donald Trump ne comprend que ça, et le faire encore une fois de façon coordonnée en européen, et là-dessus, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, personne ne peut enlever à Emmanuel Macron le fait d'avoir été la locomotive de l'Union européenne en la matière. Ça a bien marché. Non, mais personne ne peut enlever à Emmanuel Macron d'être la locomotive de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que la réponse d'Emmanuel Macron cette semaine à ce que fait Donald Trump est satisfaisante? Non, mais c'est une drôle de locomotive, quoi. C'est une locomotive en marche arrière. Vous voyez bien que
Donald Trump laissez pénalise les consommateurs français, et le problème c'est l'Europe, ça va pas. Mais parce que ça sert à rien de faire le moulin à prière en disant Monsieur Trump il est méchant. Mais c'est une histoire de moulin à prière. Mais si, vous devriez commenter ce que fait Monsieur Trump. Mais ça sert à rien de commenter ce que fait Monsieur Trump. Ça fait 8, même sous son premier mandat. Très simple, c'est que feriez-vous si vous étiez au pouvoir ? Je vais vous le dire, mais vous m'attaquez en disant oui, vous attaquez l'Union européenne. Mais j'attaque les politiques sur lesquelles j'ai une influence en tant que Français, parlementaire français. Vous n'avez pas d'influence, Madame Région, sur le comportement de Monsieur Trump. Monsieur Macron. D'ailleurs, c'est comme M. Poutine, d'ailleurs. M. Macron avait tout fait avec M. Poutine. M. Poutine, il a bien fait ce qu'il voulait. Et M. Trump, parce que vous lui serrez la main pendant 5 minutes en essayant de savoir qui va écrabouiller la main de l'autre, mais si, que vous allez changer le comportement de M. Trump. M. Trump, il fait ce qu'il veut. Et il se moque du fait que vous ou moi, sur un plateau de télé, disions qu'il est méchant. Bon, donc, ça ne justifie pas le fait de s'attaquer en réponse à l'Europe. Mais si, parce que ça, c'est votre responsabilité. C'est votre obsession anti-Union C'est pas une obsession. européenne, Vous n'avez d'ailleurs pas répondu sur l'Irlande. C'est quand même assez préoccupant. Pourquoi vous ne répondez pas sur ce que je vous ai dit sur l'Irlande? Est-ce que c'est faux? Est-ce que oui ou non, les règles de l'Union européenne, que j'ai toujours combattues, vous pouvez me le laisser ça? Bon. Mais le rapport de force que prône Emmanuel Macron, c'est la bonne solution face à Donald Trump? Nous avons des Judas dans notre propre camp. À partir du moment où vous avez l'Irlande, c'est marrant, ou alors je vais répéter comme ce que je dis. Non, on a entendu. L'Irlande, je vous ai dit, prend le parti, non pas de l'Union européenne ou de ses partenaires européens, prend le parti des Américains et des multinationales américaines. Donc vous avez des Judas au sein du marché commun qui agissent contre les intérêts de la France, mais contre les intérêts même de ce qu'ils appellent l'intérêt communautaire. Notre riposte sera ferme mais proportionnée, dit ce matin le ministre de l'économie dans le journal du dimanche. Baratin, il raconte ça en permanence. Donnez-moi un exemple de riposte proportionnée et ferme. Mais est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas de droit de douane, du coup miroir, à imposer aux États-Unis face aux décisions de Donald Trump? Non, mais j'aimerais comprendre. Vous avez parlé d'une mesure ciblée, donc une mesure ciblée. Oui, si on fait pareil, c'est pas ciblé. Je dis que dans les jours ou dans les semaines à venir, il va falloir. Il faut taxer, par exemple, les géants de la tech, Google. Ah oui, je pense qu'il faut clairement mettre ce type de réponse sur la table. Mais encore une fois, parce que et c'est là où, pour une fois, je suis d'accord avec Jean-Philippe Tanguy. On sait comment fonctionne Donald Trump. Donald Trump a une façon de fonctionner qui est extrêmement claire et ne comprend que le rapport de force. Donc, il faut qu'on assume ce bras de fer. Maintenant, moi, je me retourne de nouveau vers vous, Jean-Philippe Tanguy. On a compris que vous n'aimiez pas l'Union européenne, c'est très clair. Et encore une fois, vous avez été très constant dans toute votre carrière politique là-dessus. Si Marine Le Pen était au pouvoir, là, demain, que ferait-elle? Que mettrait-elle en œuvre en réponse face à Donald Trump? Et ça, en fait, on ne le sait pas bien. Mais si, je vais vous expliquer. C'est ce qu'on appelle la politique du chéquier vide. C'est-à-dire que, oui, la France vers 24 milliards à 26 milliards d'euros par an. Ça va augmenter de 6 milliards là bientôt à l'Union européenne. Mais c'est l'Europe. Oui. Mais non. Mais donc si l'Union européenne ne fait pas le ménage au sein de l'équipe, eh bien on ne paie plus. Donc on sort de l'Union européenne. Mais non, c'est pas l'Union européenne. On est une des puissances, on est un des piliers. Le problème, c'est que alors qu'on est les plus puissants avec l'Allemagne, on ne se fait pas respecter. Je vais repartir d'Irlande, mais on parle des GAFAM. Je vous ai dit que le cheval de Troie, vous ne m'avez pas dit que c'était faux, ou alors j'ai menti. Le cheval de Troie des GAFAM au sein de l'Union européenne, c'est l'Irlande. L'Irlande est rentrée quand? Se rentrer il y a 50 ans. Et ça fait, ils ne sont pas rentrés la semaine dernière. Et ça fait 50 ans qu'on les laisse faire cette politique. Jean-Philippe Tanguy, juste que les Irlandais, qui étaient parmi les plus pauvres de l'Europe, sont devenus parmi les plus riches de l'Europe sur notre dos. Jean-Philippe Tanguy, le Premier ministre François Bayrou dit justement que cette politique de Donald Trump peut nous coûter plus de 0,5 points de produit intérieur brut. Il veut maintenir en même temps l'objectif d'une réduction du déficit à 3% du PIB à l'horizon 2029. Concrètement, quelle solution, Maud Brejon? Ça veut dire quoi? On augmente les impôts demain? Non. On n'augmente pas les impôts, il est hors de question de... Ça, vous pouvez le dire à nos téléspectateurs, vos impôts ne vont pas augmenter, c'est pas dans votre portefeuille qu'on va venir chercher l'argent? Terminé. Il est hors de question de combler le déficit et la dette française en allant chercher davantage de taxes et d'impôts dans les poches des Français qui en paient déjà suffisamment, si ce n'est trop. Il va en revanche falloir avoir le courage de s'attaquer à la dépense de l'État et notamment à la dépense sociale. Moi, je crois qu'on vit aujourd'hui sur un système qui, au regard de ce qu'est l'économie aujourd'hui, de ce qu'est la démographie française, n'est pas tenable. Donc ça, vous êtes d'accord avec le RN finalement là-dessus? Je pense qu'on dit précisément l'inverse. Sur la dépense sociale, ils disent qu'il faut couper la dépense sociale. Je ne suis pas sûre que... Ça dépend, oui, c'est la dépense sociale de l'immigration. On ne dit pas exactement la même chose pour le coup, monsieur Daré. Loin de là. Prenons un exemple, la question des retraites. Je pense qu'il faut tout de suite évacuer tout débat sur un éventuel retour en amont des 64 ans, qui est en complet décalage avec la situation économique face à laquelle nous sommes confrontés. Ça, c'est la première chose. Attention, hors de question. Alors, attendez, je vous coupe juste sur la question des retraites. Réponse de Jean-Philippe Tanguy, parce que le RN a dit
On veut revenir sur la retraite à 64 ans. Mais non, mais écoutez... Donc c'est terminé, écoutez, vous avez... Mais dire que la réponse à M. Trump, c'est encore la faute des retraités qui abuseraient, qui auraient des... C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais qui coûteraient cher, ou la dépense sociale qui coûterait cher. Moi, j'étais encore dans ma circonscription dans la Somme. J'étais en soutien à une crèche à Conty, avec des femmes, parce que c'est exclusivement des femmes qui travaillent sur ce lieu, ont un métier très difficile. Elles ne se voient pas, à 64 ou 65 ans, continuer à courir derrière les bambins, même s'ils sont très mignons, à faire le ménage et la cuisine dans des conditions difficiles. Mais vous avez entendu la réponse, c'est fini le conclave. On ne reviendra pas aux 64 ans, dit Maud Bréjean. C'est mon avis. Non mais d'accord, mais enfin, c'est votre avis et vous êtes assez honnête, puisque M. Bayrou a sans doute été moins honnête que Mme Bréjean en baladant les gens. Mais moi, j'invite les partenaires sociaux à rendre à M. Bayrou la monnaie de sa pièce. Il a voulu se moquer d'eux et les balader. Moi, je les invite à se mettre d'accord, peut-être pas sur la mesure d'âge, mais sur des acquis, par exemple sur les carrières des femmes, sur les droits des métiers pénibles. Voilà, moi, je conseillerais aux conseillers, aux syndicats, de faire un petit coup de Trafalgar à M. Bayrou qui a voulu les balader, et ce sera bien fait pour lui, et ce sera tant mieux pour les Françaises et les Français qui pourront peut-être avoir quelques droits sociaux. Alors on fait comment plus. pour trouver l'argent? Alors, pas de retraite, dépenses publiques, on coupe où? Il faut pardonnez-moi, oser s'attaquer à la défense publique, ce qu'on n'a pas suffisamment fait par le passé. Très concrètement. Et à moyen et long terme, ma conviction, c'est qu'il faut continuer la politique qui a été celle menée depuis 7 ans pour encourager l'emploi, pour encourager la croissance, pour encourager la réindustrialisation, parce qu'à terme, c'est comme ça qu'on crée de la richesse. Voilà. Et c'est comme ça, qu'on stabilise, et c'est comme ça qu'on stabilise un déficit, en permettant d'avoir une croissance une mesure très concrète, vous coupez suffisamment soutenable. Eh bien, il y avait, pardonnez-moi, des propositions que j'ai moi-même défendues lorsque j'étais porte-parole du gouvernement, sur la question, par exemple, des jours de carence qui ont été abandonnés. C'était porté par le ministre Guillaume Kasbarian, député de l'Eure aujourd'hui. Je le regrette. Voilà. Je pense qu'il y a une réflexion à mener sur le système de santé. Ce n'est pas très populaire de le dire, mais... On fait quoi? On rembourse moins les médicaments, on rembourse moins les consultations? Le tout gratuit, pardonnez-moi, dans la santé, quand on voit par exemple ce qui est dépensé en termes de dépenses de taxi pour emmener les gens à l'hôpital ou dans des consultations de santé, ce n'est aujourd'hui pas tenable au regard de la démographie et de la situation budgétaire française. Et donc en fait, il va, je pense, falloir avoir un discours de réalité et oser dire la vérité aux Français. Ne pas augmenter les impôts, baisser l'âge sur les retraites, continuer un système social... rembourser les dépenses de santé, on vous entend. Qui abonde les uns et les autres, le tout sans toucher aux dépenses de l'État, mais en fait, c'est pas possible. Jean-Philippe Tanguy, quand vous entendez le programme économique, si j'ose dire, du socle commun, vous entendez les propos de François Bayrou ces dernières semaines, tout ça dans le contexte de la condamnation de Marine Le Pen, qui ne peut pas en l'état se présenter à la prochaine présidentielle, est-ce que vous vous dites oui, on va censurer François Bayrou, ou en tout cas, il est sur le chemin de la censure, comme le dit Jordan Bardella? Oui, il est sur le chemin commence à être bien entamé. Parce qu'effectivement, les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues. On en a parlé des retraites, on a parlé du budget. Invisiblement, on nous annoncerait un nouveau dérapage du budget dans les jours à venir. Alors évidemment, on accusera M. Trump ou je ne sais quoi, les sauterelles ou une conjonction lunaire. C'est jamais la faute de ce gouvernement. La réalité, c'est que vous dites, moi j'étais un peu interpellé, Mme Bréjean. Vous dites, on va continuer ce qu'on a fait. Ça a bien marché. Des records de déficit. Mais le chômage, on pourra en parler malheureusement, c'est beaucoup de chiffres bidons. Beaucoup de chiffres bidons. Je suis désolé. Avec beaucoup de subventions pour des faux contrats. Mais non, avec beaucoup de subventions pour des faux contrats qui coûtent très cher. Des gens qui pensaient avoir une formation qui n'en ont pas. Donc on met les gens à droite à gauche pour passer les élections, puis après ça s'effondre. Comment ? Le chômage est au plus bas depuis une quinzaine d'années. Maud Bréjean. On peut avoir c'est sûr que si on paie les gens, on paie des faux contrats. Mais vous pourriez au moins reconnaître ça. Vous avez entendu que Jean-Philippe Tanguy a dit que François Bayrou est plus que jamais sur le chemin de la censure. Alors je reviens aux propos, pardonnez-moi de M. Tanguy, on s'égare. La censure est une liberté pour l'ensemble des parlementaires. Ce qui, moi, me choque dans le discours qui est le vôtre, c'est qu'on ne comprend pas bien sur quoi s'appuie cette volonté de censure. Un jour, c'est le budget. Alors, le lundi, c'est le budget. Le mardi, c'est l'énergie. Le mercredi, c'est l'immigration. Jeudi, ce sera autre chose, je ne sais pas quoi. Et on voit bien que vous cherchez, d'une certaine façon, à détourner l'attention et à utiliser la censure comme moyen de revanche. Et c'est le sentiment, que vous donnez. Mais tous les sujets, que vous donnez, je l'ai dit avant, nous sommes parlementaires tous les deux. Par ailleurs, je termine. Dans le contexte extrêmement périlleux qu'on est en train de traverser, au regard de la situation internationale qui
nécessite que la France continue à avoir une voix forte, notamment au sein de l'Union européenne, même si vous ne l'aimez pas beaucoup. Là, censurer le gouvernement aujourd'hui, quoi que vous pensiez de François Bayrou, aura un effet immédiat, c'est l'affaiblissement du pays. Et je pense que si vous êtes sincèrement attaché aux intérêts français, au quotidien des Français et à l'intérêt supérieur de la nation, vous ne pouvez pas censurer le gouvernement de M. Bayrou, notamment au regard du contexte qu'on est en train de traverser. Parce que sinon, à la fin de l'année, ce n'est pas 5,5% de déficit qu'il y aura, c'est 6,5%. Et nous n'aurons plus aucune crédibilité pour répondre, et notamment face à Donald Trump en ce moment. Jean-Philippe Tanguy, je ne conçois même pas qu'après avoir déjà fait tomber M. Barnier, vous puissiez de nouveau envisager de faire tomber un gouvernement pour des raisons qu'on ne comprend d'ailleurs pas bien, et alors même qu'on traverse une situation Qu'est-ce que vous répondez à Maud Brejon? Inédite. Ce sera la dernière réponse. Et très inquiétant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est voilà la peur, on y revient. C'est pas vous le déluge. Voilà, moi, je trouve que ça fait. Mais non, mais c'est pas vous le déluge. C'est pas nous le déluge. Mais si, c'est toujours vous le déluge. Il y a que nous qui sachons. Nous sachons, on fait tout bien. On comprend pas pourquoi tout le monde. Il y a 1000 milliards de dettes, c'est pas nous. C'est jamais de votre faute, de rien. Voilà, le dérapage historique des déficits. Monsieur Lefebvre a dit en conférence de presse, c'est pas le gouvernement, c'est les fonctionnaires. Enfin, Maud Brejon vous dit que ça serait irresponsable dans la situation de faire tomber le gouvernement Bayrou. S'ils le savent, ils ont qu'à donner des gages. Vous avez parlé des retraites. M. Bayrou a menti, tout le monde le dit. Hein. Les syndicats, ils sont rentrés de bon cœur, ils ont été baladés. C'est de la faute du Rassemblement national? Non. On a demandé une mesure de libération des salaires. Vous le savez très bien, il y a eu un rapport qui avait été rendu à M. Attal pour supprimer les trappes à bas salaire, ce qui fait que les gens sont bloqués au SMIC. On a 20% des gens qui sont bloqués au SMIC. Il y avait un rapport pour le résoudre. Et ben vous avez utilisé les 4 milliards qui devaient résoudre les trappes à bas salaire pour remplir les caisses de l'État au lieu de libérer les salaires. C'est pas la faute du Rassemblement national. Et sur l'énergie, vous le savez très bien, ça fait des années que je me bats, et d'ailleurs parfois on a des accords là-dessus. Sur l'énergie, ce sera le mot de la fin. Monsieur Bayrou est en train de préparer une facture de 300 milliards d'euros pour les Français. Et 23 reviendra. Ce sera l'occasion d'un autre débat. 23 centimes sur le carburant. Jean-Philippe Tanguy, Maud Brejon, merci d'avoir été avec nous pour ce débat.